Alors, avant de présenter mes vœux, comme il est de tradition, comme l'a dit Nicolas, à vous, chers volontaires, mais surtout les vœux à la France, et le faire en toute cohérence, il me faut au préalable revenir un peu sur l'année écoulée, et peut-être un peu plus, pour en présenter les points marquants qui conditionnent finalement nos souhaits. Et il faut bien reconnaître que nous assistons en ce début d'année marqué par un climat de contestation générale et d'une radicalisation des esprits dans tous les domaines, conséquence d'une détérioration sérieuse des rapports entre les dirigeants politiques et les citoyens au cours de cette année écoulée et qui se poursuit aujourd'hui. Alors, le décalage entre les élites et le peuple n'a jamais été aussi flagrant, ni aussi grave pour les conséquences dramatiques qu'il alimente et qui ne manqueront malheureusement pas de se produire. En effet, pour une bonne partie des responsables politiques qui ont dirigé ou qui dirigent le pays aujourd'hui, ainsi que des élus appartenant à cette nouvelle vague, cette nouvelle génération de députés amateurs, pour la plupart nourris à l'école de la repentance et de la haine de soi, l'immigration extra-européenne de peuplement qui tend vers le remplacement de peuples autochtones constitue un fantasme. Ils considèrent en effet que ceux qui l'évoquent sont des gens d'extrême droite ou des xénophobes ou des racistes. Pour eux, l'immigration dénoncée aujourd'hui par de nombreux Français n'a commencé, si on veut bien, qu'en 2015, avec ce que certains osent appeler l'invasion migratoire, déclenchée, peut-être faut-il le leur rappeler, par l'ennemi, c'est-à-dire l'État islamique. Et ils oublient que pendant presque 5 décennies maintenant, leurs prédécesseurs ont laissé faire en matière d'immigration légale et illégale, ce qui a conduit à une situation dramatique qu'ils ne veulent pas voir malgré cette criante réalité avec la sécession de parties importantes de notre territoire, ces fameux territoires perdus de la République. Alors, devant l'évidence des drames qui se préparent, car cette immigration extra-européenne de masse constitue bien une menace, elle est incompatible avec nos valeurs et notre mode de vie, elle refuse de s'intégrer à la communauté nationale et veut imposer son idéologie. Eh bien, le pouvoir en place non seulement s'accroche à ses privilèges, mais refuse obstinément de voir la gravité de la situation générale et notamment du conflictuel remplacement de populations ainsi que la fin d'un système politique de plus en plus autoritaire auquel les Français ne se reconnaissent plus. Cette obstination, cet aveuglement face aux nombreux signaux d'alarme ne peuvent que mener au désastre pour la France et au naufrage pour le pouvoir politique. Il faut bien en être conscient et donc que la moindre étincelle provoquera l'explosion car plusieurs indicateurs sont au rouge, contrairement à ce que certains, installés dans une grande illusion, voudraient nous faire croire. En effet, je vais essayer de le montrer en abordant plusieurs domaines. Sur le plan économique, tout d'abord, c'est l'oligarchie financière apatride qui règne et le pouvoir cherche à diviser profondément la nation pour atteindre ses objectifs peu compatibles à terme avec le bien commun, c'est-à-dire le bien-être au profit du collectif, au profit du peuple qu'il devrait protéger. Le président de la République n'a en effet pas hésité, par exemple, à créer une discrimination ignoble entre les actifs et les retraités, pénalisant ces derniers avec l'augmentation, comme vous le savez, de la CSG
et la désindexation des retraites sur l'inflation, instaurant mécaniquement une baisse sensible de leur niveau de vie. Mais il l'avait déjà en 2014, plus personne n'en parle, alors ministre de l'économie, mis en œuvre la fiscalisation de la majoration de retraite dont bénéficiaient les retraités ayant élevé 3 enfants ou plus, provoquant là également une augmentation de leur impôt sur le revenu pour ceux qui y sont soumis, et donc une autre baisse de leur niveau de vie. Et aujourd'hui, sa réforme des retraites engagée, au-delà peut-être de la nécessité d'une réflexion, ne vise en fait à terme qu'à réduire sensiblement le niveau des pensions des futurs retraités. Quant à la réforme de l'assurance chômage, son but est de faire baisser les chiffres officiels du chômage par l'exclusion forcée d'une partie des bénéficiaires du système de protection. Son objectif masqué n'est pas de réformer la France, mais de la transformer. Et cette transformation tend vers l'ubérisation de la société, vers une précarisation de plus en plus importante d'une partie de la société, vers la mise en danger de notre système de protection sociale, en fait vers une inversion du progrès social qui a été conduit jusqu'ici. Et pour y parvenir, le pouvoir n'hésite pas à utiliser cette invasion ou cette submersion migratoire comme levier pour satisfaire les objectifs de la mondialisation dans son aspect le plus hideux, la création de l'homme nouveau, interchangeable, quitte à remplacer son propre peuple, guidé uniquement pour des raisons économiques et financières, au profit de l'oligarchie financière. Il n'a manifestement pas tiré les enseignements ni pris réellement la mesure de la révolte des Gilets jaunes qu'il croit éteinte et cache aux Français, et il faut bien le dire haut et fort, il cache l'explosion des dépenses, je dis bien l'explosion des dépenses liées à cette immigration de masse, à cette invasion migratoire qui mène au chaos. Donc, vous le constatez, la situation dans ce domaine est explosive. Sur le plan sociétal, ensuite, c'est la destruction de la famille traditionnelle qui est engagée depuis plusieurs années et qui sera aggravée bientôt par la loi de la PMA. Certains veulent institutionnaliser un environnement familial privé de repères paternels, alors que la figure du père est essentielle dans la construction de la personnalité de tout enfant. L'avis de l'Académie de médecine est totalement ignoré, voire méprisé. C'est une première étape qui conduira inévitablement, pour des raisons évidentes d'égalité, à la GPA, véritable marchandisation du corps de la femme, en attendant les progrès de la science qui réussiront probablement à créer l'utérus artificiel qui constituera une autre étape dans le processus de procréation, libérant cette fois la femme de la maternité. Chacun pourra alors commander un enfant sur catalogue en choisissant un certain nombre de critères ou d'options. Ce sera la fin du père et de la mère. Et cela relève bien sûr de la vision progressiste que j'évoquais avec la création de l'homme nouveau, l'homme interchangeable, remplaçable, simple pion, simple matière première d'un système économique utilitariste. Nous assistons là à une dérive dont personne ne mesure aujourd'hui les conséquences. Cette loi doit donc, bien évidemment, être combattue. Elle passera probablement, mais il faut que les citoyens continuent de combattre cette démarche. Et dans le même temps, dans cette société en perdition, certains préconisent de ne plus faire d'enfants pour protéger la planète. Et certains ajoutent même ne plus faire d'enfants pour mieux accueillir les migrants. Mais la priorité des instances de l'ONU
ne serait-elle pas plutôt que de vouloir imposer la migration de remplacement et le pacte sur la migration mondiale, le pacte de Marrakech, leur priorité ne serait-elle pas plutôt la régulation des naissances en Afrique pour stopper cette démographie galopante, véritable menace pour la planète? Par ailleurs, comme vous le savez, la campagne sur le réchauffement climatique conduite par cette jeune Suédoise manipulée par des lobbies pourrait conduire une jeunesse naïve et influençable à la détestation des générations précédentes. Et il ne faut pas l'écarter non plus à une vague de suicides provoqués par le catastrophisme ambiant. La situation sur le plan sociétal est donc également à terme explosive. Sur le plan anthropologique ou ethnologique, à présent, il aura suffi à peine de 5 décennies de laxisme, de pusillanimité, de manque de clairvoyance, de manque de courage, de déni de la réalité, enfin de collaboration contre les intérêts de la nation française de la part d'une bonne partie de nos dirigeants politiques et de nos élites, pour faire de la France, à l'image de Notre-Dame de Paris, après cet incendie criminel, un pays, je le dis, défiguré et martyrisé. En prônant le droit à la différence et en décidant des mesures insensées et contraires à la cohésion nationale et sociale, ils ont provoqué une fracture et la sécession de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, des enclaves étrangères où l'islam règne aujourd'hui. Et ils ont rendu le vivre ensemble dorénavant inconcevable, car le vivre ensemble suppose l'envie auparavant de faire ensemble, ce qui est impossible et incompatible avec cette immigration de culture hostile à la nôtre. L'actualité nous le montre tous les jours, et le face-à-face évoqué récemment par un ministre de l'Intérieur démissionnaire conduira inévitablement à un affrontement ethnique et plongera le pays dans un processus de libanisation. Car sur le plan démographique, plus d'un habitant sur 5 et une naissance sur 3 sont aujourd'hui d'origine extra-européenne. C'est aussi le résultat de l'action menée par ceux qui ont prôné et qui prônent le droit à la différence. Il est temps à présent d'affirmer que ce droit doit dorénavant s'appliquer aux peuples qui ont le droit d'être différents des autres. C'est précisément ce qui fait leur identité. Il faut donc défendre aujourd'hui le droit de notre peuple à la différence. La France, ce n'est pas le Maghreb, ce n'est pas l'Afrique, c'est la France. La France, et il en est d'ailleurs de même pour l'Europe, c'est ce qui a fait la richesse de l'humanité jusqu'à présent. Il faut donc stopper cette immigration extra-européenne de culture islamique et même en inverser le flux par une politique de remigration ou de rapatriement, comme vous voulez, une politique raisonnée mais ferme. Alors, les déclarations, les propos, les discours qui dénoncent ce laxisme, voire cet accompagnement de l'islamisation criminelle de la France, contre la volonté des Français d'ailleurs, méprisés et jamais consultés, seraient, selon certains, nauséabonds. Mais n'est-ce pas au contraire se laisser faire, voir cet accompagnement du remplacement de peuple qui est nauséabond, révoltant et à vomir? Nos dirigeants sont-ils conscients que, sur le plan démographique, une arme redoutable, comme cela vient d'être dit, plus d'un habitant sur 5 et une naissance sur 3 sur notre territoire sont déjà d'origine extra-européenne? C'est cette ignominie qu'il faut stopper. C'est cette ignominie qui est à vomir. Car ce remplacement de peuple en cours n'est pas
une théorie ou une idéologie, comme certains veulent le faire croire. Ce n'est qu'un constat. Pour les provinciaux, par exemple, qui viennent sur Paris et qui prennent les transports, c'est une évidence. Dans ce domaine également, la situation devient plus qu'explosive. Alors, sur le plan de l'éthique ou de la morale, le constat est effarant, sidérant et choquant, en particulier pour qui a servi l'État et la nation sous l'uniforme, et donc attaché au règlement et à l'image sacralisée du chef. Pour un militaire, le chef est en effet nommé et investi d'une mission pour un temps limité, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France, selon l'expression consacrée. Si on veut bien transposer cette formule dans le domaine politique et la remplacer par celle équivalente, pour le bien commun et l'intérêt de l'État et de la nation, il faut bien admettre qu'elle ne semble pas être le guide de ceux qui nous gouvernent. L'exemple de la fête de la musique organisée à l'Élysée en 2018 et le voyage du président dans les dom-toms donne un aperçu du questionnement sur son manque de réserve et de retenue qui devrait être celui de sa haute fonction. L'image renvoyée est désastreuse et les conséquences, la désacralisation et la décrédibilisation de la fonction présidentielle et donc du chef sont dévastatrices. Dans un autre registre, comment expliquer aux citoyens qui est, lui, sanctionné dès qu'il s'écarte de la loi, le redressement fiscal qui a été appliqué à plus de la moitié des membres du gouvernement? Que dire de l'affaire Benalla, véritable scandale d'État qui ne grandit pas le président, qui n'a pas hésité à prendre publiquement la défense d'un voyou devant ses adulateurs de la République en marche, se conduisant en chef de clan et non pas en président de tous les Français. Mais cette dérive partisane n'est-elle pas devenue une habitude, puisque pour les élections européennes récentes, il s'est conduit en chef de parti, manquant à son devoir de réserve, alors qu'il est le garant de la Constitution. Par ailleurs, le président a-t-il pris la mesure de la colère et de la révolte exprimée par les Gilets jaunes qu'il croit à présent écartés? Et que penser du grand débat national, véritable imposture démocratique, puisqu'il en a écarté les sujets qui fâchent et s'en est servi pour discréditer les Gilets jaunes et pour délivrer sa propagande. Je ne reviendrai pas sur les circonstances et les démissions du chef d'état-major des armées, le général Desvilliers. Chacun a pu suivre cette affaire et on a pu écrire beaucoup. Et puis, il y a la volonté de faire taire, je dis bien de faire taire, les patriotes et notamment les lanceurs d'alerte, parce qu'ils dénoncent les menaces qui pèsent sur l'avenir et l'unité de la nation. On a eu la condamnation des jeunes identitaires. Le procès est renvoyé en appel, mais bon, il risque quand même de la prison. Des menaces de sanctions à l'égard de généraux également, vous avez suivi cette affaire. Lynchage et ouverture d'une enquête dans le cas Zemmour, chacun s'en souvient. Donc, celui qui dit la vérité, aujourd'hui, doit être exécuté. On le constate, cette désacralisation, décrédibilisation de la fonction du chef ne peut être que source de perte de confiance des citoyens, de frustration, de colère. Il serait donc imprudent de croire que ce sujet est secondaire. Il peut être également explosif. Sur le plan sécuritaire, à présent,
la situation, comme vous le savez, ne cesse de se dégrader depuis plusieurs mois, avec à présent des agressions ou des attaques au couteau devenues quasi quotidiennes, provoquant, il faut le dire, des morts et des blessés considérés comme des faits divers, avec également des incendies, incendies d'origine douteuse, avec nos églises profanées, vandalisées, 875 en une année, voire incendiées, 26 églises incendiées en un an, tout cela dans un silence assourdissant de la part du gouvernement et des médias. Et aujourd'hui, après des centaines de morts qui ont endeuillé la France et des milliers de blessés qui l'ont meurtri au cours des dernières années, un nouveau carnage a frappé notre pays récemment, avec 4 morts et plusieurs blessés, non plus de la main de l'ennemi dans l'espace public, mais dans une enceinte officielle abritant un service de l'État assurant une de ses missions régaliennes, de surcroît de la main d'un traître appartenant à ce service, passé à l'ennemi. Cette fois, la mort est venue de l'intérieur. Alors, au-delà des polémiques stériles habituelles et des débats politiciens traditionnels, et alors que nous sommes en guerre, nos dirigeants politiques qui savent que l'ennemi utilise le terrorisme comme instrument de déstabilisation ne peuvent plus se défausser et s'abriter derrière des déclarations. Ils doivent prendre des décisions désagréables dans l'intérêt de l'État et de la nation, débouchant sur des actions coercitives s'ils veulent vraiment empêcher cette guerre sur le territoire national, cette guerre vers laquelle nous nous engageons inexorablement. Et s'ils n'en sont pas capables, eh bien, ils doivent laisser leur place. D'autant que le débat et la situation semblent échapper au président de la République qui a exprimé récemment lui-même sa crainte d'une guerre civile. Cette révélation par un collaborateur du président démontre son absence de clairvoyance, son incapacité à appréhender la réalité de la situation qui se traduit par son hésitation à décider dans des moments difficiles. Il a pourtant bénéficié de l'expérience de son prédécesseur qui, dans ses confessions à 2 journalistes du Monde, évoquait une situation grave conduisant à la partition du territoire, sans oublier l'avertissement de son ministre de l'Intérieur démissionnaire, prédisant d'ici peu le face-à-face. Il faut bien reconnaître que la crainte de l'accusation d'islamophobie empêche la classe politique, et en particulier ceux qui dirigent le pays, d'agir dans l'intérêt des Français et notamment de leur sécurité. Cela dit, ils ne connaissent pas l'islam, qu'ils prennent pour une religion comme une autre. Or, l'islamophobie n'est que la conséquence logique de la teneur des textes fondateurs de l'islam et les carnages que leur application radicale produit à travers le monde. En refusant de nommer l'ennemi, les responsables politiques commettent une lourde faute et mettent en danger la vie des citoyens. Le déni de réalité dont se rend coupable l'État est grave et criminel. Et cet ennemi est à présent, non plus seulement sur le territoire, mais au cœur même de l'État, dans nos institutions, dans nos services publics, dans nos transports, dans notre police, dans nos armées. Depuis des années, l'ennemi déroule son plan sans être inquiété, simplement en se servant de notre démocratie et en appliquant la stratégie adoptée en 2000 à Doha par l'OCI, l'Organisation de coopération islamique, cette stratégie culturelle islamique hors des pays islamiques. Notre pays est gangréné de l'intérieur et nos dirigeants
au lieu de prendre conscience de la menace et de la contrer ou de la corriger, ils accompagnent cette islamisation criminelle de la France. La situation est donc extrêmement grave, et si la 5e colonne a facilité le carnage du 13 novembre 2015, la tuerie de la préfecture de police confirme l'existence d'un ennemi intérieur prêt à passer à l'action. Il n'y a plus de frontière entre l'ennemi et l'ennemi intérieur. En niant la menace et son caractère religieux dont se réclament les djihadistes, les responsables politiques trahissent leur mission de protection des Français et l'avenir de la nation qui devrait être leur priorité. Nos concitoyens doivent prendre conscience que nous sommes dorénavant face à une guerre menée au nom de l'islam par les soldats d'Allah. Il faut donc s'y préparer. Nous sommes prévenus. Et j'irai peut-être plus loin, j'aurais tendance à dire que résister à l'islam doit devenir un acte patriotique. Et pour confirmer cette menace, il suffit de se référer à l'étude de l'Institut Montaigne publiée en septembre 2016. Cette étude révèle la radicalisation et l'affirmation de la primauté de la loi coranique, c'est-à-dire la loi islamique, donc la charia, sur la loi de la République pour près de 30% des musulmans dans notre pays. Et ces derniers considèrent leur religion comme un outil de rébellion contre la société française et contre l'Occident en général. Si on estime à 10 millions, chiffre tout à fait réaliste, le nombre de musulmans présents dans notre pays, eh bien cela représente tout de même 3 millions de musulmans radicalisés qui ont décidé de combattre nos lois, nos valeurs, nos principes de vie et qui peuvent basculer rapidement dans la violence. On ne peut donc que s'étonner et même être scandalisé d'un tel aveuglement, d'un tel laisser-faire de nos gouvernants qui mettent la vie des Français en danger. Dans ce domaine sécuritaire, la situation est donc plus qu'explosive et la moindre étincelle peut provoquer l'embrasement. Enfin, sur le plan institutionnel, il faut bien reconnaître que l'évolution des pratiques de gouvernement sous la Ve République a tendu vers le déplacement de l'essentiel du pouvoir au niveau de la présidence, avec une détermination renforcée par le rythme du quinquennat et de l'élection présidentielle, ainsi que de la modification du calendrier de l'élection législative. La mise en place du quinquennat a conduit à ce que le président s'affranchisse de son rôle d'arbitre et du respect même de la Constitution, alors qu'il en est le garant. C'est ainsi que pendant 5 ans, le président peut se comporter en autocrate absolu, en contradiction avec la Constitution de la Ve République, qui le place en arbitre et non en chef de gouvernement et de la majorité parlementaire. La politique, qui devrait être l'art de gérer la cité en assurant la protection à l'extérieur et la concorde à l'intérieur, a donc été habilement détournée de son objet par ceux-là même qui en sont les acteurs et qui ont perverti la pratique de notre Constitution. Cette perversion due au quinquennat a finalement permis de gouverner sans le peuple. Mais cette pratique peut-elle durer longtemps impunément? Car cette dérive aboutit en fait, avec le temps, et l'actualité nous le démontre, à l'impuissance dans la conduite des affaires du pays, qui en résulte avec notamment le rejet du politique, la désaffection pour la chose publique, avec la tendance pour les citoyens dégoûtés de se réfugier dans l'abstention lors des élections et à manifester leur colère dans des soulèvements populaires.
La révolte des Gilets jaunes, qui a failli, en début d'année 2019, prendre une forme insurrectionnelle, en est l'illustration. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'elle le redevienne prochainement. Nos dirigeants pensent que l'orage est passé avec les élections européennes et qu'ils maîtrisent à nouveau la situation. Eh bien, ils ont tort. Tous les ingrédients d'une crise majeure sont donc réunis et entraînent implacablement le pays vers le drame. L'obstination et l'aveuglement de nos dirigeants, plus préoccupés par la satisfaction des revendications de minorités que par leur devoir d'œuvrer pour le bien commun et dans l'intérêt de l'État et de la nation, ne peuvent que mener au désastre. Malgré les drames qui ont frappé notre pays, ils refusent de se rendre à l'évidence. L'exemple de cette attaque meurtrière au sein même de la préfecture de police de Paris en dit long sur l'attitude de nos dirigeants politiques au plus haut niveau de l'État et révèle leur incompétence dans la gestion des moments difficiles que traverse notre pays. L'irresponsabilité et le manque de sens du devoir de ceux qui ont dirigé le pays depuis une bonne quarantaine d'années et de ceux qui le dirigent aujourd'hui mènent le pays vers le chaos. Paralysé par le politiquement correct et par cette arme que constitue ce vocable d'islamophobie créé pour neutraliser toute velléité de se défendre, le pouvoir est condamné à cacher des faits, à mentir aux Français et à tenter de faire taire ceux qui sonnent le tocsin. Cela aboutit à des drames et le dernier que nous venons de vivre révèle le niveau de noyautage de grands services régaliens de l'État par l'ennemi. C'est terrible. Il va bien falloir qu'un jour, certains rendent des comptes. La maison brûle, et lorsque par une forme de brutalité de l'histoire, les flammes provoqueront l'explosion, personne n'en sortira indemne. C'est donc dans ce contexte, chers amis, que s'inscrit cette présentation des vœux à laquelle nous avons voulu donner cette fois-ci une forme particulière et chaleureuse. Alors, après ce bilan de l'année et un peu plus plutôt sombre et inquiétant, je vous souhaite, chers volontaires, chers amis, chers compagnons, à vous tous, à vos familles, à vos proches, une bonne année 2020. Et une bonne année 2020 sous la protection de Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, dont nous célébrons le centenaire de sa canonisation cette année. Je salue l'arrivée et la présence parmi nous du prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, à qui nous donnerons la parole tout à l'heure. Donc, Jeanne d'Arc, disais-je, qui incarne cette vertu de l'espérance et du courage dont nous avons tant besoin aujourd'hui et qui, par l'alliance de l'épée et de la croix, a donné l'exemple et nous rappelle notre devoir. Mais au-delà de ces vœux adressés aux volontaires pour la France, ainsi qu'à tous les Français attachés à leur patrie, mais vivant aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, dans la souffrance provoquée par la soumission de leurs dirigeants politiques et leur soumission au multiculturalisme, qui est une imposture sanglante, je forme des vœux ardents pour que la France retrouve le chemin de sa grandeur, de son indépendance et de sa fierté. Pour cela, il nous revient à nous, membres des volontaires pour la France, mais aussi à d'autres, animés par la même volonté de défendre notre héritage historique, spirituel et culturel, contre les tenants d'une idéologie politico-religieuse aux mœurs barbares et les collabos qui œuvrent contre la nation, eh bien de refuser de rester spectateurs et de nous mobiliser pour être acteurs de cette histoire
qui s'écrit en nous engageant résolument dans ce combat vital pour notre culture et notre civilisation. Car renoncer à défendre notre héritage historique, spirituel et culturel serait se condamner à disparaître. Nos dirigeants politiques qui ont trahi la nation et donc la France, lâches devant l'évidence du fracas qui s'annonce, ont depuis des années choisi le suicide au lieu du sursaut. Et dans ce rapport de force engagé par l'islam et auquel ils n'échapperont pas, leur silence et leur couardise résonnent comme un renoncement à affronter l'esprit totalitaire. Il nous faut donc engager ce combat noble, juste et légitime qui doit s'inscrire dans une démarche dont la finalité est la reconquête du territoire, bien sûr, mais la reconquête des esprits dans un premier temps qui est indispensable. Nul ne peut nous dénier ce droit légitime qui est un droit pour tout peuple de vouloir défendre son identité et sa culture. La défense de l'identité n'est pas condamnable, bien au contraire. C'est un droit de l'homme. La défense de notre identité fait partie des droits de l'homme. La situation depuis le début de ce quinquennat, avec le climat explosif qui règne depuis plusieurs mois, doit nous conduire à ne rien négliger et si nous ne voulons pas, le moment venu, être spectateurs et subir à nouveau, mais être acteurs du changement dont a besoin notre pays. Anticiper pour pouvoir, le moment venu, peser sur le cours des événements par notre aptitude à influencer. N'est-ce pas là, Gérard l'a rappelé tout à l'heure, n'est-ce pas là précisément notre vocation et notre raison d'être avec ces deux principes qui guident notre action des volontaires, influence et résistance. C'est précisément ce qui nous a conduit à réfléchir, entre autres, sur la constitution d'un gouvernement de relève nationale sur lequel nous reviendrons. Alors, chers amis, n'ayons pas peur, car notre combat est juste et conforme aux droits de l'homme. C'est donc debout et non à genoux ou couchés que nous devons être acteurs de l'histoire qui s'écrit. C'est notre devoir. Et puis, il faut le dire et le crier fort. C'est nous qui sommes dans la légalité et donc légitimes en défendant la patrie face à l'envahisseur et l'occupant. Et ce sont nos dirigeants au plus haut niveau qui sont hors la loi car ils ne respectent ni la Constitution ni les lois de la République. Et ils le savent pertinemment, mais personne ne le l'a encore dit ou n'a osé le leur dire. Eh bien, nous le leur disons. Chers amis, bonne année 2020 et vive la France.